Messieurs, bonjour. Michel Perrin, à ma gauche, vous êtes directeur technique d'Arbonis. François Pellegrin, vous êtes architecte. Et avec vous, on va s'intéresser au mélange des genres. C'est-à-dire qu'on va se demander s'il est intéressant ou pas de mixer béton et bois. Et je pense que je connais déjà un petit peu la réponse. Hein. Monsieur Perrin, Arbonis, rappelez-nous qui vous êtes. Alors Arbonis, c'est une marque qui regroupe 4 entreprises de construction en bois, spécialistes de la construction en bois, qui ont rejoint le groupe Vinci Construction France au cours des 12 dernières années et qui permet d'avoir une offre de construction en bois sur l'ensemble du territoire français. Alors, sans entrer tout de suite dans la technique, quel intérêt y a-t-il, s'il y en a un, à marier le béton et le bois ? Chaque matériau a ses capacités et ses limites, et le bois peut faire beaucoup de choses, mais en complémentarité avec le béton et toutes ses qualités, ça amène des perspectives de développement de nouveaux marchés et sur des étendues plus importantes que ce que le bois seul pouvait couvrir jusqu'à présent. Et pour l'architecte, l'intérêt de marier ces deux matériaux sans rentrer dans le détail des modes constructifs, mais pourquoi aller chercher du béton et du bois? Pourquoi? Parce que les questions posées en 2013 sont très différentes de celles posées il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on doit pouvoir apporter une garantie de performance et surtout on doit pouvoir respecter des grands thèmes comme l'environnement, comme l'économie d'énergie. Je rappelle que l'économie d'énergie n'est qu'un des petits chapitres, il y en a plein d'autres. Et donc, à ce moment-là, l'architecte, il faut qu'il prenne du recul, qu'il s'interroge sur construire, d'accord, quels outils et quels matériaux je peux utiliser au bon endroit pour la meilleure efficacité. Et il se rend compte à ce moment-là que la mixité des matériaux, le béton, le bois, l'acier, pourquoi pas, peut être une solution plurielle intéressante. Alors, sur les solutions techniques, maintenant, Michel Perrin, quelles sont-elles? Si on va commencer par les planchers, par exemple. Est-ce qu'il y a un intérêt à marier, et il y a des choses ici d'ailleurs qu'on voit, le bois et le béton? Et qu'est-ce que ça nous apporte? Oui, ça c'est la première mixité qui existe depuis de nombreuses années, c'est d'augmenter les portées des planchers en faisant travailler les deux matériaux, le bois en traction et le béton en compression. Donc on diminue les épaisseurs totales d'un plancher tout en augmentant sa portée. C'est une première manière intelligente d'associer deux qualités des matériaux. Alors si je vais dire une bêtise, hein, je ne suis pas un spécialiste, si j'associe bois et béton, ces matériaux sur un plancher, ils vont travailler comment ensemble? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va se dilater un peu plus que l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une... vous voyez, c'est ce genre de questions, moi je pense, auxquelles il faut répondre. Oui, ça se traite, mais de très longtemps par des connexions qui sont adaptées. Le bois, encore une fois, en traction, et le béton en compression, et ces deux matériaux qui amènent un résultat technologique intéressant. Alors ça c'est sur un plan purement mécanique. Si on y ajoute l'aspect par exemple thermique, intégrer des planchers dans cette mixité en amenant de la masse va permettre aussi d'amener des solutions intéressantes sur le plan de l'acoustique, sur le plan de l'inertie thermique que l'on rapporte dans des bâtiments au moment où, dans les RT 2012, le calcul de l'inertie thermique et du confort d'été est un élément important. C'est un élément dont on va prendre de plus en plus en compte. Voilà. Alors après, on a le plancher. Qu'est-ce qui se passe en paroi? Alors en paroi, c'est un développement de marché extrêmement important, aussi au regard de la RT 2012, comme vient de le rappeler François Pellegrin, où on va associer ces deux technologies d'un bâtiment qui structurellement, en contreventement, en descente de charge, va être assuré par le béton, et la façade ossature bois qui va amener toute sa qualité de performance thermique et puis de rapidité de mise en œuvre pour fermer l'enveloppe du bâtiment. Et donc, on voit développer depuis quelques années, et nous, au sein d'Arbonis, on y répond énormément, sur ces façades ossature bois accrochées sur une structure béton. Alors, on y reviendra avec vous tout à l'heure, François, puisque vous avez travaillé. Un des derniers bâtiments que vous avez livré reprend à peu près ce mode constructif. Autre solution que vous m'avez évoquée tout à l'heure quand on a préparé l'émission, une solution où on va venir couler du béton, si j'ai bien compris, dans une paroi bois. Oui, alors c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de façades ossature bois qui viennent s'accrocher sur un bâtiment structurellement stabilisé par le béton,
On peut avoir deux manières de la concevoir, soit en s'affranchissant totalement de l'interface entre la façade et la structure béton, c'est ce qu'on appelle de la façade filante, et on a des systèmes de connexion pour accrocher la façade qui est discontinue, qui est déconnectée du béton, et lorsque l'on a le besoin par exemple d'intégrer les poteaux pour béton dans le mur ossature parce que l'on ne veut pas avoir de décrochement sur la partie intérieure, alors on appelle ça la façade semi-filante. Et le problème qu'on rencontre dans cette technique, c'est que c'est la jonction, c'est-à-dire qu'on a deux matériaux qui, dans leur mise en œuvre, n'ont pas les mêmes niveaux de précision. Lorsqu'on intervient après, on a un ensemble de calfeutrements qui est à réaliser. Donc pour essayer de dépasser cette problématique et néanmoins de répondre à cette contrainte particulière, on est en train de développer et réaliser en ce moment des grosses opérations de logement à Bordeaux où nous arrivons totalement intégrés dans le gros œuvre béton avec la grue. Nous amenons les murs qui vont servir aux gros œuvres béton pour assurer le coffrage et le coulage des poteaux béton et le coffrage des nez de dalle. Et on arrive au bout à une solution d'un mur qui n'est pas structurel mais qui a servi aux gros œuvres pour la réalisation de son ouvrage. Voilà, là c'est une vraie mixité puisque tout ça est marié et coulé en place. Tout à fait. Alors on va parler de Cergy-Pontoise. Quel choix avez-vous fait au plan du mode constructif? D'abord, rappelez-nous rapidement quelle est cette opération et pourquoi ces choix de mixer le béton et le bois? Bon, c'est une opération qui se situe à Cergy-Pontoise dans une zone dite en rue, renouvellement urbain. Le maître d'ouvrage c'est Foncière Logement et on a répondu avec une équipe constituée dès le départ dans le concours avec un constructeur CBC, un maître d'ouvrage délégué d'Ifréal et une équipe d'architectes et de thermiciens. Pour moi c'était l'occasion de mettre en pratique un concept qui me semble évident. Si on réfléchit à un bâtiment, aux constituants d'un bâtiment, il n'y a aucune raison pour qu'ils aient tous la même durée de vie. Et le squelette du bâtiment, donc les planchers, les circulations, doivent traverser le temps. 100 ans, 200 ans, pourquoi pas. La façade, on a peut-être intérêt à ce qu'elle ne soit pas de la même temporalité, parce qu'on sera peut-être bien content dans 15 ans d'accueillir des façades encore plus performantes par dépose et repose d'un autre assemblage. Donc il faut mixer cette filière humide qui nous apporte, grâce au béton, l'inertie, l'acoustique, le sismique, enfin plein de choses, à coût accessible, et cette filière sèche qui consiste à avoir un mur manteau préfabriqué, intégré aussi dans le cycle du coulage du béton, la pose des murs. Enfin, c'est la conclusion, c'est pas ce qu'on a fait sur le chantier, mais c'est la conclusion qui s'impose aujourd'hui pour gagner en plus en délai. Donc on gagne en performance parce que ces murs sont préfabriqués dans un milieu hors intempéries, aseptisé, et ils vont se monter évidemment plus vite que si on avait une technique filière humide. Voilà, donc la mixité, on l'a voulu sur ce projet, on l'a démontré, on a eu à travailler beaucoup ensemble pour mettre au point des détails. Justement, quel type de détails on doit prévoir? Parce que moi j'entends dire que finalement la personne qui fait le béton ne travaille pas tout à fait à la même échelle que la personne qui va travailler le bois, et que finalement on a du mal avec les jonctions. Est-ce que c'est ce genre de détails qu'on travaille? C'est pas une question d'échelle, c'est une question de tolérance dimensionnelle. C'est vrai que le béton... Oui, j'y suis allé un peu fort avec l'échelle. Voilà, donc il faut ajuster ça. Et c'est vrai que les tolérances ne sont pas les mêmes. Donc la bonne idée et la conclusion de tous ceux qui aujourd'hui construisent avec cette idée de mixité structure béton et façade bois, c'est d'intégrer la façade bois au moment où on va aller couler la dalle de béton de façon à régler en une seule fois cette histoire de tolérance. Sinon, vous montez votre structure béton, en attendant, vous ne faites rien d'autre. Et puis après, vous faites passer du laser et vous vous rendez compte qu'il faut raboter, rajouter, etc. Donc là, on fait tout en même temps. Voilà, enfin, on pense les constructeurs archi et industriels et grosses entreprises qui ont eu à se mêler à de premiers chantiers, aujourd'hui, je l'observe, concluent la même chose. C'est qu'il faut introduire le bois dans le cycle béton, hein, ou l'inverse. Mais à la déconstruction, dans la dernière méthode que vous nous avez décrite, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté si je veux retirer la façade et éventuellement réhabiller le bâtiment différemment?
Oui, on ne l'a pas pensé de cette manière-là, mais je le verrai plus dans les modifications. C'est plus sur l'ensemble des vêtures extérieures qui peuvent être modifiées et en fonction des évolutions des réglementations thermiques, peut-être augmenter ultérieurement aussi une épaisseur des conceptions d'isolants. Ce qui est intéressant aussi, pour revenir un petit peu à l'intérêt de cette mixité, c'est il y a à la fois technologiquement ce que chacun des matériaux peut apporter dans son efficacité technique ou thermique ou acoustique, et c'est la vitesse de mise en œuvre. Comme l'a rappelé François Pellegrin, dans une solution où on fait une façade au Saturbois, on prépare ça en usine, on est dans des conditions propres de mise en œuvre où l'intégration de tous les détails qui doivent être pensés amont sont bien gérés, les gestions de l'étanchéité à l'eau, les gestions de l'étanchéité à l'air, la précision de la préparation des éléments. Et ensuite, comme on est amené aujourd'hui à répondre des ouvrages qui sont de plus en plus importants, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire où le bois était peu présent. Des ouvrages où l'on a 5000 m², 10 000 m² de façade, des bâtiments qui font 5, 10 étages, peut-être au-delà, où l'encadrement et la logistique du chantier, les bases de vie sont des éléments qui sont coûteux. Diminuer de 2 mois, 3 mois peut-être le chantier parce que très rapidement on a fermé le bâtiment, alors là on amène une économie aussi importante. Voilà, une économie de chantier cette fois-ci. Économie de chantier, donc c'est les qualités technologiques d'un matériau et c'est une organisation générale d'un chantier qui en ressort effectivement gagnante par rapport au planning de chantier général réalisé. On parle aussi on va peut-être revenir, après j'aurai une dernière question pour vous, sur le bâtiment de Cergy, quel type de mur, quel type de parois on a mis en place? Sur le bâtiment de Cergy, on devait, c'est pas parce qu'on arrive avec une nouvelle technologie qu'on va transgresser des cahiers des charges. Il y a un cahier des charges urbain qui voulait qu'il y ait de la brique, qui voulait qu'il y ait du métal. Donc on a respecté ce cahier des charges et donc sur nos murs, au Saturbois, comportant l'isolant, son parement intérieur, mais pas le parement extérieur. On a pu rajouter de la brique à certains endroits, on a pu rajouter de l'enduit à d'autres endroits. Et voilà, donc ça c'est neutre par rapport à la peau. La peau, voilà, ça peut être du bois. D'ailleurs, on a du bois, on a de l'enduit et on a de la brique. Oui, parce qu'aujourd'hui, on aime bien aussi mixer les matériaux en façade et en finition. Oui, bon, après c'est une question d'écriture architecturale, il ne faut pas non plus tomber dans le bâtiment à exposer toutes sortes de solutions, c'est une question d'architecture, mais ce qui est bien c'est de voir que ce matériau de mur manteau bois préfabriqué, il laisse la porte ouverte. Il y a des maîtres d'ouvrage qui pensent qu'automatiquement on va avoir du bois en façade, comme ils ont peur du bois et du vieillissement du bois, ils disent non je ne veux pas de ça. Donc il y a encore un peu de pédagogie à faire. Voilà, le bois c'est pas forcément le bois en façade. Et ça peut être... alors, est-ce qu'on peut imaginer l'inverse, une structure bois et un béton, un bardage béton, par exemple, en façade? Toutes les vêtures à base de ciment ou de fibre sont réalisées. Sur l'opération d'ailleurs de Cergy, toutes les cours intérieures sont réalisées avec un enduit sur la façade. La brique rapportée, ça n'est pas du béton, mais enfin on a aussi des panneaux de fibre ciment qui peuvent s'accrocher... comme la plupart des vêtures pouvant être mises en œuvre sur un mur au Saturbois. Voilà, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut finalement. Autre chose quand même qui est à souligner, c'est que ça nous fait, enfin tu l'as dit, Michel Perrin l'a dit, ça fait des chantiers plus courts, mais surtout ça fait des chantiers plus propres. Parce que les déchets, ils sont traités à la source, dans l'usine, et le panneau arrive et on a quand même des chantiers voilà, plus agréables parce que on mène des composants de grande taille. On va régler en usine. Alors on ne l'a pas fait sur Cergy, mais nous on le fait poussé à l'extrême avec BH, Beneteau, dans le modulaire 3D. Puisque là, les fenêtres sont directement intégrées, le mur est quasiment... Enfin, la maison, elle arrive finie. Mais l'étape, je ne sais pas si sur Bordeaux ou ailleurs vous le faites maintenant, c'est d'arriver avec les panneaux et la menuiserie déjà posée à l'usine. Parce que pour maîtriser l'étanchéité à l'air, la qualité d'exécution, c'est quand même mieux de le faire à l'atelier. Ce sera la conclusion. Allez-y. Non, je voulais simplement signaler justement cette obligation de mettre au point les détails en amont et de faire déjà une première synthèse sur une partie de l'ouvrage, introduit dans le bâtiment quelque chose qui
fera grandement avancer tout le monde, c'est que dès lors qu'on est dans la préfabrication, il faut qu'il y ait un maximum de synthèse qui soit fait en amont pour ne pas aller ensuite redécouper et repercer. Et ça, c'est le challenge des années à venir, c'est d'être en capacité, avant d'avoir une synthèse complète de tous les corps d'état, pour ensuite avoir des logiques de préfabrication et de mise en œuvre sans partir à l'aventure et redéfaire ce qui a été fait préalablement. Ce sera le dernier mot. Ouais, juste un mot pour dire qu'il y a un outil merveilleux pour gérer ce dialogue et cette précision. Ça s'appelle le BIM, la maquette numérique, que j'appelle moi bouleversement interprofessionnel majeur, parce que c'est ce qui va se passer. Merci, merci messieurs, merci beaucoup.